Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour sur Médien TV et Médien TV Afrique. Dans un monde globalisé, compte tenu des mouvements migratoires dus aux différents facteurs, dont la guerre en Afrique et au Moyen-Orient, l'Europe est aujourd'hui, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, confrontée à un défi majeur, celui de la gestion de la diversité. Pour la Suède, par exemple, cette diversité, cette gestion de diversité est un véritable enjeu de société, puisqu'en 2015, eh bien, le pays a accepté le plus grand nombre de réfugiés par habitant en Europe. La grande majorité de ces réfugiés vient justement du Moyen-Orient. Comment cette diversité est-elle aujourd'hui, a été aussi gérée dans ce pays donné comme modèle qui est la Suède? Élément de réponse ce soir en compagnie de mon invité, Hélène Avry. Bonjour et bienvenue. Merci, c'est très bien d'être ici avec vous. Vous êtes donc professeure chercheuse au Centre de recherche pour les études du Moyen-Orient ou sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à l'université de Lund en Suède. Donc tout comme d'autres chercheurs et chercheuses, vous travaillez de manière empirique sur les pédagogies interculturelles comme moyen de relever le défi du développement interculturel et peut-être aussi d'éviter, si je puis me permettre, les pièges dans lesquels beaucoup de pays européens sont tombés. Je voudrais savoir, tout d'abord, qu'est-ce qui a changé depuis 2010, professeur? Je crois que, comme vous dites, il y a une optique de travail plutôt qu'une optique de société. Or, la migration et l'immigration, l'intégration, ce sont des enjeux de société, donc pas simplement du marché du travail, mais c'est un tout. Ça va depuis l'enfance, l'accueil des familles, les services qui sont déjà aussi même des personnes âgées, donc c'est un tout, c'est pas simplement une main-d'œuvre qui s'insère sur un marché de travail, ce sont des familles, des personnages qui mènent une vie depuis la petite enfance jusqu'à la fin des jours. Et tout ça, ça doit s'intégrer dans une société. Donc, c'est des quartiers, c'est des voisinages, c'est des contextes. Mais si je parle de cette question de travail, professeur Avry, c'est que si on prend le taux de chômage, par exemple, de longue durée en Suède, il est extrêmement bas. C'est un exemple, bien sûr, pour beaucoup d'autres pays. Mais si on prend le taux de chômage de longue durée des Suédois nés à l'étranger, donc du coup de migrants, il atteint 22%, contre à peine environ 4% pour les Suédois nés en Suède. Donc il y a effectivement, est-ce que vous y voyez peut-être, la différence est claire, le gap est clair, pourquoi ? Ça tient en partie au caractère du marché de travail en Suède, où les qualifications sont extrêmement formalisées et précises, ce qui fait que si on n'a pas fait ces qualifications au sein du système suédois, on est considéré comme moins qualifié ou pas adapté au système de travail, ce qui peut être exact. Enfin, il y a certainement des questions d'adaptation à la culture du travail ou aux méthodes qui peuvent être spécifiques à un métier donné, mais le caractère extrêmement formaliste du marché du travail, c'est un obstacle à l'intégration et c'est inutile, c'est un gâchis de ressources, de personnes qui sont souvent très qualifiées et qui viennent avec des expériences précieuses et qui pourraient apporter énormément de choses à la société suédoise. Puisqu'on parle d'apporter beaucoup de choses, vous êtes chercheuse, il y a aussi le rôle des universitaires, des chercheurs dans cette question d'intégration, tout comme la société civile. Comment aujourd'hui vous voyez ce rôle, ou en tout cas cette prise de position, même ce champ d'action, dans la prise de position, ou plutôt la prise de décision pour le coup, des pouvoirs publics en Suède ?
Je crois, de nouveau, c'est la question de vision d'ensemble qui manque un peu, parce que le monde universitaire, tout comme les services publics, c'est divisé en spécialisation et on perd un petit peu de vue justement l'intégration au niveau social. Donc c'est un tout. Que si on veut être confortable, si on veut contribuer à une société, il faut que l'école, la scolarisation des enfants, que ça se passe bien, que les rapports avec les voisins, ça se passe bien, et ainsi de suite. Donc il y a un peu un problème de vision d'ensemble. Et actuellement, l'apport des universitaires, c'est souvent par spécialisation. Donc, il y a les spécialistes dans le développement du langage qui apportent leur point de vue, mais qui est vraiment axé sur les questions de langage, le langage comme obstacle à l'intégration. Il y a d'autres qui regardent les questions de santé, etc. Et donc, il y a une fragmentation, malheureusement, aussi de la vision et des stratégies, des processus d'intégration. Professeur Avery, ce que vous dites est étonnant, puisque la Suède est souvent donnée comme exemple en ce qui concerne en tout cas de pays visionnaires, et cette vision un peu avant-gardiste par rapport à d'autres pays en Europe qui sont tout de même bien développés. Mais là, je ressens quand même que sur ce point-là, vous avez un constat plutôt mitigé, professeur Avery. Je crois que si on regarde, il y a des cas donc de municipalités, de communes, surtout dans le nord du pays, et où on a réellement un besoin de jeunesse, on a un besoin et on a vu dans les réfugiés vraiment un atout, une promesse d'avenir, et où la commune s'est concertée pour organiser un accueil, mais vraiment coordonné, où on a regardé tous les aspects. Donc on a accueilli des familles plutôt que simplement des élèves ou des travailleurs. Enfin, on a regardé l'ensemble, et ce sont aussi des cas d'intégration très rapides, très réussi, et où le langage n'a jamais constitué d'obstacle, parce qu'il y a eu cet esprit d'accueil et aussi cette vision d'ensemble. Par contre, malheureusement, dans les grandes villes, non, il y a eu une approche plutôt fragmentée. Professeur Avery, quand on parle du modèle suédois, on parle d'une exception, on parle d'un modèle qui a réussi en peu de temps, notamment après la guerre, à transformer radicalement, structurellement, toute une économie, tout un modèle finalement pour devenir une réussite dans sa région et dans le continent de manière générale. Quelles en ont été les principales clés ? Je crois que il y a eu un constat en Suède que c'était un pays avec des ressources limitées, et que la ressource principale, c'était le capital humain. Donc on a vu que le monde était en mutation, et que si la Suède arrivait à s'adapter et même à anticiper les développements, la Suède pourrait se faire une place dans le monde. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc on a focalisé les questions d'éducation, que ce soit au niveau du primaire ou l'éducation supérieure. Et on a eu aussi une collaboration très proche entre les milieux de recherche et les milieux professionnels. Donc il y a eu un modèle d'apprentissage tout au long de la vie. Le deuxième point, je crois qu'on avait une vision de longue haleine. Donc, contrairement à beaucoup de discussions politiques, on regarde que la période du mandat qui est courte, on avait vraiment cette vision de développement de longue haleine, ce qui a permis vraiment de faire des choix stratégiques pour ce contexte.
Troisième point, pas seulement formuler des objectifs et puis dire voilà qu'on espère qu'on va y arriver, mais regarder de très près concrètement quelles sont les ressources, quelles sont les structures, quelles sont les compétences qui sont nécessaires à réaliser ces objectifs. Et il y a eu à cette époque une concertation entre les différents ministères, les différents niveaux d'administration pour réaliser les conditions nécessaires au développement du pays dans son ensemble. Professeur Hélène Avry, je vous remercie. Malheureusement, le temps est terminé pour cet entretien. Merci pour vos éclairages très enrichissants en tout cas. C'était un plaisir. Merci beaucoup, merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. L'info continue sur Médien TV et Médien TV Afrique. Excellente suite des programmes sur notre antenne.